Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bienvenue dans ce deuxième épisode de la mini-série sur le Quality Engineering, toujours avec Mohamed Hamami d'IOBA. Rebonjour Mohamed. Rebonjour. Dans le premier épisode, tu nous as parlé de ton parcours, mais aussi de comment tu avais modifié les rôles et la structuration des QA pour faire un peu plus de quality engineering. Et tu commençais à nous introduire le fait que quand tu as modifié ça, il fallait aussi modifier la vision des choses aussi pour d'autres parties de l'engineering et notamment du développement. C'est ce qu'on va essayer aussi de développer lors de ce deuxième épisode. Qu'est-ce que tu as mis en place pour que la qualité soit plus prise dans le développement, pour qu'il y ait un peu plus de pairing avec ces QA qui maintenant faisaient partie de l'équipe et quelles sont les difficultés que tu as pu aussi rencontrer, comment tu as pu euh, ben, les bypasser en quelque sorte. Parfait. Bon, comme je dis, quand je suis arrivé, il y avait les QA dans les équipes, mais ils avaient un rôle qui était très à la marge, comme je dis. Et ils n'étaient pas ce qu'on appelle, je sais pas en français, mais c'est plutôt empowered. Ouais. Et le problème qu'il y avait aussi, c'est que ils n'avaient pas la main pour dire, pour faire évoluer la qualité. Et de l'autre côté aussi, ils étaient mis en responsable sur pas mal de choses. C'est la QA qui n'a pas testé, c'est qu'on manque. Donc, ce qui a été mis en place à l'époque, il y avait ces QA-là, il fallait coacher, mais aussi j'ai mis en place qu'on appelle une enabling team ou une équipe, aussi une équipe support, ça peut être. C'est plutôt des lead QA sur ma responsabilité qui poussaient un peu les méthodes, les manières de faire. Et j'ai inclus par défaut ces gens-là dans les discussions avec les engineering managers. Pourquoi? Parce que aussi, je reste convaincu que tu peux faire passer la culture de QA à travers les EM, les engineering managers. Et puis, je discutais pas mal avec d'autres départements aussi, c'est important, département produit, département support, qui étaient très coopératifs pour mettre en place un peu ce mindset-là. Ça, de un. Il y a aussi la partie QA-Ops. Quand on oublie toujours que si tu n'as pas une bonne chaîne d'automatisation, un pipeline d'automatisation, les bons moyens pour déployer n'importe quelle version à n'importe quel moment dans un temps record, tu n'arriveras pas à faire ce qu'on appelle en interne la quality factory qui va bien. Et ça, c'est de un. Après, l'élite, bon, ils étaient capables de monter une stratégie de test où, en fait, ils s'appuyaient sur le test dès qu'il y a une feature ou une user story qui est émergée, donc elle est testée. On a fait des tests end-to-end, des tests API, de façon que ça soit automatiquement exécuté et vérifié. Et puis, on a introduit quelques méthodes. Voilà. Du risk-based testing, la matrice de risque, les tests exploratoires. Dans les tests exploratoires, on a fait un truc qui était sympa, c'est que on ramenait tous les QA des autres équipes parce qu'on avait un problème. On avait les QA qui étaient bons dans leur équipe, mais sur les trucs transverses, on avait du mal. Donc, ils parlaient pas entre eux. Et donc, on a mis en place un rituel de tests exploratoires. Donc, sur les tests exploratoires, il y a une présentation des features, user story ou autres qui ont été mis en place. Et chacun présente les risques qu'il voit. Puis on fait du cross-testing, ça veut dire chaque QA d'une autre équipe va tester comme s'il découvrait l'application. D'accord. Et ça nous permettait surtout de casser ce que je voyais à l'époque. On l'a fait, mais peut-être c'est pas la réalité de toutes les équipes. Mais on voyait qu'il y avait des chemins de test qui étaient communs et on avait presque une habitude du testeur sur un chemin de test. Et on voulait casser ça à travers les tests exploratoires.
Oui, Donc, pour éviter de tester toujours la même chose et pas voir exactement. les problèmes. Oui, quand tu testes toujours la même chose, tu vois plus de problèmes, donc tu penses que c'est bon, mais tu risques de trouver d'autres problèmes par la suite. Ouais. Ça secoué pas mal pendant les 4 premiers mois. Il fallait être bien solide pour, parce que les gens ils peuvent avoir le doute. Et Euh, ça a introduit un peu de chaos, forcément. voilà, c'était pas évident. Moi, je me rappelle de ces jours-là, je dormais mal, hein. Euh, mais euh, mais c'était une très belle expérience. On en rigole aujourd'hui. Non, mais c'est pas évident. En plus, t'es arrivé avec, je pense, ISO périmètre et ISO équipe. Donc, t'as pas dit, si tu comprends un peu ton organisation, tu regardes, c'est un peu matriciel. C'est-à-dire que tu as des QA dans les équipes et tu as des test leads qui rayonnent sur différentes équipes, un peu en Exact. mode coach. Tu les as appelés comme Voilà, ça, c'est mais ça. tu les as appelés lead là-dessus, avec peut-être aussi une envie de plus automatiser globalement. Et après, quand même, avec des différents produits qui doivent communiquer les uns avec les autres pour faire quelque chose de transversal. Sans équipe de test transverse, mais avec les testeurs qui doivent faire du cross-test Exact. et se dédier du temps. Donc des fois, ça peut être compliqué parce qu'ils ont peut-être leur sprint à eux, plus mais le test de bout en bout à traiter globalement. Ce qui est Donc, intéressant, donc ça comprend quand même ça ouais, explique qu'au début c'est un peu compliqué et ouais, qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'énergie et beaucoup de vision et de exact. confiance et que tu peux pas le faire qu'avec les QA. Il faut que toutes les parties prenantes soient prises et se disent ça va être difficile, mais on va comprendre mieux nos difficultés et on va pouvoir travailler sur les causes racines pour les régler et être un peu plus efficace et revenir sur une charge nominale plus efficace. Mais c'est vrai que ouais, 4 mois, ça fait long en étant en flux tendu. Ouais. Ouais, mais 4 mois, c'est dégressif, hein. C'est- Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ils ont adopté ce projet, que ce soit les EM, que ce soit des équipes QA, que ce soit les leads. Parce que les leads, c'est difficile. En fait, les QA, d'ailleurs, c'est un problème, hein. Je sais pas comment, mais les QA en général, ils s'attendent à avoir un QA manager. Il les gère et gère leurs tâches. Et moi, j'étais pas de cette école-là. Je ne la critique pas, hein. Je pense qu'il y a dans des organisations, c'est très pertinent d'avoir un QA manager. Pour moi, pour ma réalité, je préfère avoir un QA coach, une personne qui met des bonnes pratiques, qui met en place peut-être les trucs transverses. Par exemple, voir qu'une pipeline d'automation dure 3 heures, bah peut-être il faut paralléliser un peu, quoi. Et ou Ouais, voir, ou se dire pourquoi le serveur est plus lent qu'avant. Des fois, c'est juste voilà. qu'on a besoin de plus de CPU, plus de mémoire, et c'est juste qu'on l'avait pas monitoré globalement. Mais Pourquoi c'est ce vrai. test tombe trois fois sur 5, par exemple, et on doit le skipper, puis on doit voir de quoi il s'agit. Peut-être on a un problème dans le produit. Tout ça, ça c'est arrivé, mais c'est avec aussi la bonne volonté des gens. Et c'est très Ouais. important. Ça veut dire, quand tu mets un changement de mindset sur la qualité, faut pas y aller comme ça franco et casser tout. Il Non, il faut, faut. il faut comprendre aussi que les gens ont des habitudes, qu'ils ont peur de perdre ces habitudes-là et qu'ils ont peur aussi d'être pointés du doigt parce que c'était ça le problème. Ils peuvent être pointés du doigt au niveau qualité. Cela dit, ils ont une responsabilité, ils sont accountable pour ce qu'ils font. Mais il faut comprendre la qualité, c'est depuis le départ, depuis l'idée, depuis comment tu expliques l'idée, depuis les specs. Tu dois intégrer les devs et les QA, ils doivent être dans l'example mapping. Et d'ailleurs, c'est une pratique, faut dire, hein, je l'ai pas introduite, hein, il était là. Après, je l'ai renforcé. Et je l'ai renforcé, je l'ai mis obligatoire pour tout. Et je le vois, hein, quand il y a un sujet où il y a un raté entre produit et engineering, je demande il est où l'exemple mapping. Et généralement, tu vois des choses. Oui, mais c'est vrai qu'on peut pas le faire aussi sur tous les Non, besoins. Donc des fois, pas toujours. on pense que c'est quelque chose avec moins de risques et on passe un peu moins de temps dessus. Qui peut être totalement viable au moment où on l'a géré avec les informations qu'on avait. En Mm. fait, on se rend compte tard de dépendance, de problématiques de jeux de données, de choses comme ça qui vont arriver par la suite. Et Ce dont, le but, c'est pas d'avoir zéro problème, c'est de se dire comment on fait pour s'améliorer en continu. ce dont je parle, c'est les red flags qu'on peut avoir dans un example mapping. Par exemple, les questions en rouge, là. Ah oui, qui sont pas On a un répondre. plein alors qu'on a passé au dev. Ouais, ça c'est vrai que ça doit pas arriver. Mais ça peut arriver, c'est vrai qu'on se met trop la pression, on répond pas au C'est truc normal aussi.
et ça peut arriver, mais c'est super Maintenant, il est intéressant. en rose, hein. Jean-François, on le sait ensemble. Non, Donc, elles il sont ensemble. faut. Ouais. Mais d'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir un peu plus sur l'example mapping, je les encourage à regarder, à écouter déjà le podcast que j'ai fait là-dessus. Et j'ai aussi un article sur mon blog. Voilà, moi aussi, je suis un Moi, grand fan du j'ai management écouté visuel. l'exemple mapping, Jean-François. Donc, j'invite tout le monde à l'écouter. Il est pas mal. Ah. Merci, Mohamed. Est-ce que tes lead QA, ou peut-être toi, ou quelqu'un d'autre Ouais. de l'organisation, aussi a fait le coach aussi sur les devs pour qu'ils puissent prendre plus part à la qualité dans leur quotidien, c'est-à-dire peut-être démarche plus TDD, peut-être plus sur de l'architecture logicielle pour que ça soit plus robuste, sur peut-être prendre une partie de l'automatisation, notamment peut-être sur tout ce qui est API, qui est très technique, qui est peut-être plus facile à gérer par des devs que par des QA en fonction des équipes, peut-être des équipes avec des profils QA très techniques et d'autres moins. Comment tu as géré ça euh, côté dev? Très intéressant. En fait, il y a plusieurs axes sur lesquels on a agi ensemble avec l'aide de tout le monde. Bon, on avait en fait, ça a commencé depuis le départ, la user story. Donc, il y a la QA et qui peut mettre des commentaires dessus. Mais aussi, on a parfois des documents, on appelle des RFC, Ouais. des requests for comment, mais qui sont lightweight. J'ai introduit dans la template, en tout cas une catégorie testing. Comment on va qualifier et tester cette feature-là. Et ça leur permet, et c'est la QA qui doit remplir ça, et ça leur permet de lire le document, donc d'être en connaissance de ce qu'il y a au niveau archi, de ce que peut-être il y a des choses qui n'ont pas été discutées en équipe et qui sont dans ce document-là, donc elle va poser la question. Peut-être il y a des impacts sur la base de données, sur tel ou tel, sur la scalabilité du service par exemple. Donc tous ces aspects-là, ils doivent écrire un peu comment ils vont tester. C'est une sorte de une sorte de stratégie de test, mais très très limitée, tu vois. Il y a cet aspect-là. Après, il y avait quand on fait de l'example mapping, quand on fait aussi des tests auto, des trucs comme ça, c'est du shift left. Mais aussi, j'ai fait du shift right. Le shift right, c'est que j'ai dit à la QA, votre rôle ne s'arrête pas au déploiement. Vous devez voir après. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on a des outils, on a Datadog pour la supervision. On Au début, développera bien tout ça dans un épisode dédié sur la production et le shift right. ok, Ça ne on en rentre pas trop parlera du dedans coup. encore, Ok, on en parlera après. mais voilà, mais non, mais c'est Mais super je intéressant. parlerai de l'organisation. Mais du coup, je reviens sur l'organisation, t'inquiète. C'était ça. Il y avait d'autres aussi aspects, l'introduction du QAOps. Donc, il fallait monter quelques personnes dans la QA sur la partie Ops. Donc, on avait des gens qui maîtrisaient un peu les pipelines, Ouais. dont le rôle C'est c'est optimiser c'est les pipelines. indispensable aujourd'hui. Ouais. C'est le reporting, c'est pas mal d'aspects. Et les leads animaient une réunion hebdomadaire avec tous les QA pour discuter de leurs problèmes, pour discuter euh, des changements qu'ils peuvent avoir et qui peuvent impacter le produit. Et du coup, c'est que les QA qui automatisent ou ça arrive que ce soit les développeurs qui automatisent certains tests? Ouais. Moi, je suis de l'école, tout le monde doit automatiser. Ouais, C'est un changement aussi. c'est C'est un c'est pas changement. évident. Ouais. C'était pas évident. Et les QA, je me rappelle très bien, la première fois quand j'en ai parlé, les QA me disent, mais non, on veut automatiser. Du coup, c'est les devs qui vont prendre le relais. Sauf que c'est pas toujours vrai. Parce que aussi, vous savez, il y a par exemple une méthode qu'on appelle desk checking. Donc le QA qui est là avec le dev, qui vont vérifier sur la machine du dev peut-être une, euh, une, euh, une feature ou n'importe. Mais aussi, on a sur la QA, par exemple, si un dev automatise, il faut que la review soit faite par le QA, par exemple. Et c'est comme ça qu'on a créé cette symbiose entre le développeur et le QA. C'est-à-dire, ils doivent travailler ensemble à un moment donné. Ouais. Et même le QA, quand il fait une merge request, il met chez un dev. Et donc aujourd'hui, on a pas mal de devs qui sont devenus des experts sur l'API testing ou le end-to-end testing et qui sont consultés pour des sujets un peu techniques plus forts. Et de même, les devs, ils ont aucun mal aujourd'hui à demander des choses à la QA ou à peut-être euh, corriger un problème sur le pipeline ou arriver dans les guildes, parce que nous, on a des guildes,
arriver dans la guilde automation en tant que dev et parler un peu de ce qu'il voit, d'une nouvelle méthode ou des trucs comme ça. Et ce que j'en suis fier d'ailleurs, c'est que entre dev et QA, aujourd'hui, j'entends plus, mais absolument pas, de gens qui disent oui, mais la QA fait pas son taf, ou un QA qui dit mais les devs font trop de bugs. Tu sens que c'est une équipe et généralement, ils réussissent ensemble ou ils échouent ensemble. Exact. Ils sont une équipe produit. Et sur l'automation, j'ai cassé un peu ce mythe. Il n'y a que le QA qui fait. Bien que il faut aussi comprendre les QA quand ils disent moi j'ai envie de faire de l'automation. Mais ce que tu dis, c'est qu'ils peuvent le faire aussi. Je pense que c'est une question en fait de se dire le dev, là, peut-être il n'aura pas le temps de le faire. Le QA, il a de la bande passante. Il a la capacité technique de le faire. Il peut le faire. Donc, c'est une question de discussion et de collaboration. On en revient, pareil sur les 3C quand il était. Et c'est la même chose. Et je pense que on voit des équipes hyper matures dans l'agilité lorsqu'ils ont ce niveau-là de collaboration et de gestion et qui pensent comme une équipe produit et pas comme un dev et un QA. Voilà. Ouais. Souvent, quand je faisais des entretiens, quand les QA me disent moi je suis dans l'équipe QA, alors que je travaille en agilité, j'ai toujours un peu du mal à comprendre, parce qu'ils doivent faire partie de l'équipe produit. Je comprends qu'ils sont QA, mais ils doivent. Ça veut dire qu'ils ne font pas corps avec le produit, et ça peut créer des conversations, comme tu as dit, c'est de la faute d'un tel, machin, qui sont totalement stériles. Mais c'est une question de maturité et de vision et de culture aussi d'entreprise que vous avez réussi à mettre en place, qui est pas si évidente que ça à mettre en place. Mais j'espère que nos échanges dans ce podcast vont donner des idées à ceux qui ont envie de le faire. Ouais. Et justement, je voudrais terminer cet épisode pour dire, voilà, pensez produit, donc pensez métier, et ce sera le sujet du prochain épisode. On va dire comment vous avez fait pour pas qu'il y ait des devs et des QA, et donc pensez que technique, mais pensez beaucoup plus métier et produit. Ouais. Donc, je vous encourage à écouter ce 3e épisode pour inclure toutes les parties prenantes d'un projet. Merci Mohamed. C'était encore une fois passionnant. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.